Anthony, je suis très content de te recevoir aujourd'hui dans The Big Shift. Bienvenue. Merci Xavier. Tu as écrit un livre qui s'appelle Voyage interrompu. Vous l'aurez vu dans le titre, Anthony, c'est un ancien pilote de ligne, ancien pilote passionné, toujours passionné. Ce qui m'a frappé vraiment dans ton livre, c'est vraiment que tu parles d'un déchirement. Il y a encore toute la poésie dans tout ce que tu racontes. Alors, on expliquera un peu ce qu'il y a dans le livre, mais dans tout ce que tu racontes, il y a encore la poésie, la passion, l'envie d'y retourner. Et pourtant, tu as arrêté ta carrière il y a quelques années, quelques mois. Ça date de quand ? Alors, j'ai démissionné il y a quelques mois, à la fin de l'année 2024. Mais j'avais arrêté de voler 2 ans auparavant, puisque j'avais pris du congé sabbatique pour essayer de faire le point en moi, réfléchir à ce que je voulais faire pour le futur. Et c'est ça qui va rendre notre échange hyper intéressant, c'est que t'es pas remonté comme un coucou contre l'industrie aérienne parce que tu l'aimes encore, quoi. Alors l'industrie aérienne, le vol, je pense qu'il y a une petite différence, mais t'as encore ça dans le sang, et donc ça va être hyper intéressant de voir ce qui s'est passé dans ta tête depuis toutes ces années, ce que t'as vu, ce que t'as vécu, comment ça se passe dans les arcanes de décision de ces compagnies aériennes. T'as vu un peu comment ça se décide, le futur, comment est-ce qu'on voit, qui les pilotes et tous les équipages, comment ils voient la transition écologique. Et finalement, on va avoir le point de vue de la petite souris qui a vu par le trou de la serrure tout ce qui se passait dans cette industrie qui, quand on est écolo, fait souvent partie des gros méchants. On a souvent tendance à citer les aéroports, les compagnies aériennes et Total. Et donc voilà, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour remettre un peu d'humain là-dedans et comprendre quelles sont les vies qui se jouent aussi quand on parle de ce secteur-là qu'on n'a pas trop abordé dans The Big Shift, pour être franc. Du coup, ça me fait grand plaisir de t'avoir avec nous. Quand on lit les premières lignes, on se rend très rapidement compte à quel point l'aviation, comme on la connaît aujourd'hui, donc ça veut dire l'aviation de masse, l'aviation low cost, l'aviation civile de loisirs, c'est vraiment une parenthèse, c'est un court moment d'humanité. Et on a l'impression, en ayant 30 ans, tu vois, alors 31 depuis quelques semaines, mais en ayant 31 ans, que vraiment ça a toujours été comme ça. Mais finalement, quand on regarde ton livre et qu'on voit un peu, alors tu parles un peu de Syntex, des premiers explorateurs, des premiers aviateurs, et tu montres à quel point on n'est plus du tout là-dedans, et à quel point c'est hyper, hyper récent, cette façon qu'on a de faire de l'aviation de loisir, quoi, entre guillemets. C'est frappant, ça remet énormément en contexte. Comment est-ce que toi, tu l'as découvert ? Comment est-ce que tu l'as vécu, ce point-là ? Effectivement, on peut dire que l'aviation moderne s'est développée avec les 2 guerres mondiales. Et d'ailleurs, il y a une convention qui s'appelle la Convention de Chicago en 1944, qui a été aux États-Unis, donc qui a été un petit peu le point de départ de l'essor de l'aviation commerciale qu'on la connaît aujourd'hui, puisque il y a eu en fait les compagnies se sont réunies et on dit on va essayer de promouvoir ce moyen de transport. Donc c'est de là d'ailleurs aujourd'hui, tu sais, on parle souvent du fait que le kérosène n'est pas taxé. Ouais. Ça vient de cette convention là en 1944, parce qu'à l'époque les autorités voulaient développer le transport aérien pour encourager les relations entre les peuples, entre les pays, etc. Donc ils ont tout mis en œuvre pour que ça se passe comme ça. Et l'industrie a suivi en fait derrière. Et puis finalement, on a créé des avions de plus en plus rapides, de plus en plus technologiques, pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui, au tourisme de masse en avion. Donc moi, effectivement, en fait, j'ai découvert Saint-Exupéry quand j'avais environ peut-être un peu moins de 20 ans. En fait, j'ai découvert ces écrits qui parlaient d'aviation, parce qu'on connaît tous Le Petit Prince, qu'on a lu quand on était petit, que je recommande d'ailleurs de relire régulièrement dans sa vie, parce qu'on le lit avec des angles de vue différents selon l'âge qu'on a. Et en fait, j'ai découvert un peu plus tard les écrits vraiment de Saint-Exupéry qui parlaient de l'aviation, et notamment le livre Terre des Hommes, qui est un de mes livres préférés, où je le recommande à tout le monde, non seulement parce qu'on comprend bien le métier de pilote de ligne, et quand on lit Terre des Hommes, en fait, on a le témoignage de Saint-Exupéry du métier de pilote de ligne à l'époque, c'est-à-dire dans les années 30, etc. Mais on se rend compte que ça a très peu changé dans l'esprit, en fait,
Ça a changé dans la forme, puisque à l'époque, les pilotes étaient soumis à des conditions de vol très très compliquées, avec déjà la tête dehors. Ouais, au début la tête dehors. Donc on voit dans l'épisode avec Guillaumet dans les Andes et tout ça, qui est un épisode un peu célèbre, mais où ils ont vraiment froid. Ils ont les éléments qui sont vraiment contre eux, quoi. Les moteurs des avions sont à moitié pourris. Ils tombent en panne régulièrement. Ils se retrouvent dans des coins vraiment où ils peuvent à peine survivre s'ils tombent dans ce coin-là. Donc en fait, ça a vachement évolué. Par contre, l'esprit, le fait de vouloir faire passer la ligne à tout prix, d'amener les gens à des endroits pour relier les humains entre eux, finalement. C'est la phrase, le courrier doit passer. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça qu'on lit un peu dans tous les bouquins de syntaxe. C'est son boss qui lui dit le courrier doit passer. Et je trouve que, en fait, moi, ça m'a vraiment touché énormément quand j'ai lu ça. En plus, c'est très poétique. Quand on lit Terre des Hommes, c'est vraiment, moi personnellement, ça me touche énormément. Il n'y a pas que des histoires d'aviation, il y a aussi des histoires d'humains et de relations humaines. Il y a des anecdotes ça se passe beaucoup en Afrique, etc. Donc on voyage aussi, on découvre le monde. Mais moi, ça m'a vraiment touché. C'est ça qui m'a aussi donné envie de faire ce métier-là. C'est de lire vraiment Saint-Exupéry. T'as été accroché à 20 ans alors sur l'aviation ? Alors non, avant, parce que ma mère était hôtesse de l'air à Air France. D'accord. Donc du coup, j'avais pas mal voyagé quand j'étais petit. Et puis, tu sais, quand on prend l'avion, quand on est petit, quand on monte dans l'avion, on tourne la tête à gauche pour voir le cockpit. Et puis, c'est un univers qui paraît complètement fou. Une sorte de caverne d'Ali Baba, là, avec plein d'écrans, des boutons, des choses. On ne sait pas trop ce qui se passe là-dedans. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire le livre. C'était pour décrire un petit peu le métier vu du cockpit. Donc, j'emmène un peu les personnes qui lisent le livre avec moi dans le cockpit. Mais tu vois, c'est ça. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que moi, j'ai été absorbé. Quand je l'ai lu d'une traite, le livre. Et en fait, tu sors de là en disant tiens, c'est une carrière chouette, quoi. Et potentiellement, tu peux aussi créer des vocations avec ce bouquin tellement tu montres aussi ton amour pour le vol, quoi. Ouais, mais ça me pose pas de problème. En fait, parfois, on me demande mais qu'est-ce que tu dis aux jeunes qui veulent devenir pilotes aujourd'hui, sachant que toi, tu as quitté le métier. Et en fait, je réponds que de mon point de vue, actuellement, dans le futur, en tout cas relativement proche, il va toujours y avoir des avions de ligne, il va toujours y avoir du transport aérien. De mon point de vue, il faudrait que ça se calme un petit peu au niveau de la croissance du secteur, mais en tout cas, il va toujours y avoir des avions pendant des années. Donc, il va falloir des pilotes, à moins que qu'on développe une intelligence artificielle, genre en ce moment c'est la mode, mais qui va piloter les avions à la place des pilotes. Mais ça, en fait, à l'intérieur du secteur, on pense que c'est pas vraiment d'actualité parce que on pense que ça sera difficile à faire accepter aux passagers de voler dans un avion où il n'y a pas de pilote. Voilà. Quand c'est un métro, à la limite, pourquoi pas, parce que le métro, s'il y a un problème, il peut s'arrêter n'importe quand. Et voilà, donc ça pose pas trop de problèmes. Par contre, en l'air, on peut pas se garer sur le côté de la route. Il faut poser l'avion. Et ça, c'est pas forcément évident de faire ça dans n'importe où on est dans le monde. Il y a quand même l'apport de l'être humain est important dans les décisions, dans pas mal de choses. On a beaucoup dit ça aussi pour les taxis. Mais on a beaucoup, exactement. Donc, et finalement, en quelques années, alors surtout aux États-Unis, mais la barrière mentale a été un peu franchie. Ça peut tomber, bien sûr. Je dis pas que ça n'arrivera pas, mais pour l'instant, je pense que c'est pas d'actualité. Du coup, il faudra des pilotes. Et même si moi j'appelle de mes voeux à une diminution, en tout cas à une limitation du transport aérien pour l'écologie, mais de toute façon il faudra des pilotes. Donc les jeunes, je leur dis renseignez-vous bien sur ce métier-là, les futurs débouchés, sur les impacts que ça a, pour pas vous retrouver dans quelques années à vous dire ah merde, j'aurais jamais dû faire ce métier-là. En fait, ça bousille le climat ou ce genre de raisonnement. Donc renseignez-vous bien, et si ça vous parle, si vous avez envie de faire ce métier-là, faites-le. De toute façon, il y aura toujours des pilotes. Donc effectivement, le bouquin, peut-être qu'il prend net des vocations, mais à la limite, c'est pas grave, puisque de toute façon, il faut des pilotes. Oui, et puis de toute façon, il explique aussi tout l'envers du truc. Donc, oui, exactement. Il te donne pas un seul, il te donne pas un point de vue manichéen, c'est sûr. T'as un prisme d'entrée du coup sur l'écologie qui est très lié justement à ton métier de pilote, parce que du coup, à force de faire des allers-retours, des Amérique du Sud, Paris, Asie, tu parles de voyage à Bangkok, tu parles de voyage au Pérou, tu parles de voyage en Amérique du Nord, et en fait tout ça,
c'est des trucs où tu commences à avoir des petites incohérences peut-être dans les flux de marchandises, dans les flux de personnes, et tu commences à cogiter un peu à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette prise de conscience? Et il y a un moment aussi qui m'a marqué dans le bouquin, c'est quand tu mets en opposition plusieurs styles de vie, notamment quand tu dis là je vais aux États-Unis, voilà ce qui se passe, là je vais au Japon, voilà ce qui se passe. Comment est-ce que et du coup c'est vraiment ton métier de pilote qui te permet de te dire il y a des endroits où c'est chelou quand même. Ouais, bah effectivement, dans le bouquin, je raconte un moment, j'étais au milieu de je sais plus où, en l'air, enfin en vol quelque part, et j'étais dans le poste de repos, parce que les pilotes ont un poste de repos où, Sur les longs courriers, sur les très longs vols, où on est 3 ou 4 dans le cockpit, il y en a que 2 dans le cockpit, et le 3e ou 4e se repose. Et du coup, c'était un moment, c'était au milieu de la nuit, et puis j'avais un exemplaire du Courrier international. Donc je parle de ça, c'était il y a 20 ans, un truc comme ça, 15 ans peut-être. Et donc en fait, c'était un article sur la santé en fonction de la position géographique, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des scientifiques qui comparaient la santé des Américains et la santé des Hawaïens, sachant que Hawaï, c'est un État des États-Unis. Ouais. Le 52e. Ouais, voilà. Mais en fait, ils ont une alimentation qui est la même qu'aux États-Unis. Par contre, ils ont les personnes qui habitent à Hawaï sont majoritairement de race japonaise, en fait. Enfin, c'est des gens qui sont issus du Japon, mais qui sont maintenant américains et qui ont la même alimentation, le même mode de vie que les Américains. Et du coup, les auteurs de l'étude comparaient la santé donc des Hawaïens et des Japonais, donc d'une même race, mais selon les modes de vie, ils concluaient que les Hawaïens, ils avaient 5 fois plus de maladies cardiovasculaires, de diabète, de tout ce qu'on veut. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une histoire de géographie dans la santé et de mode de vie. Et effectivement, quand j'allais en Japon ou dans ces pays-là, on voyait des gens très fit, en fait, qui prenaient quand même plus soin d'eux, qui avaient au niveau physique, mais au niveau mental également, même s'il y a plein de choses à dire sur le Japon, sur le stress, etc. Et globalement, l'espérance de vie au Japon est beaucoup plus élevée qu'ailleurs. Et quand j'allais en Amérique, donc sur tout le continent américain, en fait, je voyais des gens plutôt fat, plutôt obèses, plutôt avec peut-être pas forcément bien au niveau santé globalement. Et ça me faisait poser question. Et effectivement, je me disais, mais c'est pas possible qu'il y ait tant d'écart entre les régions du globe. Donc effectivement, ça a commencé à me faire poser des questions sur la santé. Et c'est comme ça, d'ailleurs, après que je me suis intéressé vraiment à la santé, à ma santé aussi, puisque j'avais une santé qui était assez déplorable à ce moment-là. Et je pense que c'est aussi lié au fait d'être pilote, parce que tu passes ta vie à droite, à gauche, tu as un rythme qui n'est pas du tout stable, alors que je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on recommande, c'est plutôt d'avoir une hygiène de vie qui soit pas routinière, mais en tout cas qui ait des marqueurs clairs entre ce que tu manges, quand tu manges, ce que tu dors, combien tu dors, etc. Quand tu es pilote, c'est plus compliqué, je pense. Oui, voilà, il y a du travail de nuit, il y a les vols de nuit, il y a une atmosphère dans l'avion qui est très sèche. Donc quand on fait des longs courriers, on a tendance, c'est pas bon pour le corps, en fait, c'est pas bon pour la peau, c'est pas bon pour les muqueuses, etc. Il y a il y a aussi le fait quand on est sur moyen courrier, donc les vols en France, en Europe, souvent on se lève très tôt le matin. Je me levais des fois à 3h30, 4h du matin pour aller travailler. Donc effectivement, ça fait un dérèglement intérieur permanent et on est tout le temps en train d'essayer de se réadapter et tout. Donc d'ailleurs, souvent les gens sont quand même assez fatigués. Et après, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, je pouvais voir également dans ce métier-là des choses qui ont commencé à me paraître bizarres. Alors, sur le moment, je faisais que observer, mais avec le recul, je commençais aussi à me dire, tiens, ça, c'est pas vraiment normal. Donc, dans le livre, je donne l'exemple des fleurs en Colombie. Donc, la Colombie, c'est un pays qui est célèbre pour certains produits qu'on ne nommera pas, mais également pour les fleurs. En fait, on le sait moins, mais la Colombie, c'est un énorme exportateur de fleurs. Et quand je faisais la ligne Paris vers la Colombie, attends, j'ai un trou de mémoire là. C'est Lima ? Non. Non, ça c'est le Pérou.
Bah, tu couperas là. Hein. Oui, ça on va couper, t'inquiète pas. Quoique, je sais pas. le pilote de ligne qui a parcouru le monde et qui a pu les capitales en tête. Je pense qu'on va garder en fait. Je pensais à Caracas, parce que j'allais aussi à Caracas, au Venezuela, mais en fait c'est... je vais juste couper ma partie. C'est Bogota, ouais. donc en fait, quand j'allais à Bogota, eh bien, on repartait souvent vers Paris avec des soutes de l'avion pleines de fleurs. Et en fait, finalement, au bout d'un moment, ça m'a fait poser des questions sur la saisonnalité, sur le fait que ce qu'on a l'habitude d'acheter en France, eh ben, on s'en rend pas vraiment compte parce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire régulièrement, mais en fait, ces produits-là, ils viennent de très loin. Alors, souvent, on dit oui, les produits manufacturés viennent de Chine, etc. Mais on s'en rend pas vraiment compte parce qu'on n'est que des utilisateurs de ce genre de choses. Et quand on est confronté au transport de ces matériaux, enfin de ces marchandises, c'est là où on réalise vraiment ce que ça veut dire. Et moi, ce que ça voulait dire, c'était des soutes pleines de fleurs. Et après, quand on va chez le marchand de fleurs à Paris, oui, il y a une offre pléthorique de fleurs qui viennent du monde entier. Souvent, on ne sait pas que ça vient du monde entier, en fait, parce qu'il n'y a pas forcément les origines. Et d'ailleurs, si vous faites l'expérience, vous demandez chez un fleuriste à Paris, est-ce que vous avez des fleurs de France ? Il n'y en a pas forcément beaucoup dans le magasin, en fait. Donc, c'est-à-dire que si les magasins de fleurs, si les fleuristes parisiens devaient vendre uniquement des fleurs françaises, leurs échoppes seraient à moitié vides, quoi. Et c'est ce qui se passe aussi dans les magasins bio, par exemple. Si les magasins bio devaient vendre uniquement des produits français ou locaux, en fait, les étalages seraient très clairsemés, quoi, hein. Donc, il faut se rendre compte de ça. Et on s'en rend plus compte parce qu'on est habitué à voir les magasins pleins. Et ils sont pleins grâce à ce genre de choses que je faisais moi dans l'aviation au quotidien. C'est drôle d'ailleurs que l'aviation commerciale serve aussi à faire du transport de marchandises. Tu as vu beaucoup de frais différents. Alors, tu parles des fleurs, mais il y a d'autres trucs un peu je sais pas, bizarres ou étranges que tu transportais régulièrement et où nous, on se poserait pas de questions. Je sais pas, parce qu'en fait, souvent, on savait pas trop non plus ce qu'on transportait. On avait des... on te donne le poids en disant voilà ce que tu transportes pour que tu puisses gérer ton... Souvent, on sait quand c'est des marchandises un peu spéciales. Ouais. Des marchandises dangereuses, par exemple, radioactives ou autres. Et sinon, on n'est pas forcément trop au courant, d'autant plus que les avions sur lesquels je volais, leur spécialité, c'était pas le transport de marchandises, c'était le transport de passagers. Mais on peut dire, le raisonnement est un peu le même, puisqu'on transporte, à Air France, je transportais des gens du monde entier, quoi, hein. Ouais. Donc voilà, c'est aussi ça, je raconte dans le livre aussi l'histoire du gars que je rencontre dans une station de ski qui me dit alors tu viens d'où toi en anglais, et je lui réponds moi je viens de Paris, et lui il me dit ah bon moi je viens d'Argentine, et donc je lui réponds mais il n'y a pas des stations de ski en Argentine, quoi, il y a des montagnes, et il me dit si bien sûr, mais là actuellement c'est l'été en Argentine, donc il n'y a pas de neige. Donc je suis obligé de faire le tour du monde. Donc voilà ce que permet l'aviation. Alors on va dire c'est peut-être des dérives, mais en fait, énormément de gens prennent l'avion sans réfléchir à ce que ça a comme conséquence. C'est quoi le pourcentage de l'aviation loisir par rapport à l'aviation obligatoire, professionnelle, ou en tout cas qui... Professionnel, c'est à peu près 12-13%. On dit 75%, c'est le loisir. Quand je dis loisir, ça veut dire évitable ou annulable, quoi. Oui. Ouais. Oui. Et 12-13%, c'est rendre visite à sa famille, ou à ses proches. Donc ça, effectivement, c'est... Donc en fait, il y a... Ça, on peut dire, c'est important. Le voyage d'affaires, ça se discute. Surtout maintenant, avec toutes les solutions qu'on a, de visioconférence et tout ça, ça se discute. Mais il y en a une partie qui est obligatoire. Et les voyages de loisirs, pareil, il y en a une partie, ça se discute toujours, hein. Il y en a une partie c'est important aussi pour notre culture personnelle, pour la relation entre les peuples, etc., qu'il y ait l'aviation qui existe. Mais 75% des vols, c'est du loisir quand même, hein. Et il y en a une partie de ces vols-là,
c'est des gens qui vont s'enfermer dans un club de vacances à l'autre bout du monde. Voilà, donc ça, c'est vraiment discutable. Qui vont pas voir les populations locales, qui vont consommer des produits même qui seront même peut-être même pas locaux, et pour ça, qui vont prendre l'avion pendant 10 heures sans se soucier des conséquences et qui vont faire ça 1 ou 2 fois par an. Voilà. Donc, ça, c'est très, très discutable. Et c'est ça aussi, c'est le fait d'ouvrir les yeux là-dessus qui m'a fait commencer à prendre conscience de certaines choses. Quand tu parles de ouvrir les yeux, donc là, effectivement, on parle des passagers. Dans les cockpits, chez les pilotes, quel est le sentiment ? Est-ce que en gros, un pilote peut encore dire « je ne savais pas » ? Qu'est-ce qu'on se raconte, en fait, quand on est pilote de ligne ? Qu'est-ce que tu as vu chez tes collègues, toi ? Alors, je pense que tout le monde sait. Et après, c'est une histoire de déni ou pas. De degré de déni. Ouais, quoi. de degré de déni. Donc, ça peut être du déni... comment dire Parce qu'il faut quand même dire que c'est une carrière scientifique, être pilote de ligne. Il y a beaucoup de maths, de physique, je sais pas, c'est souvent quand même quelque chose qu'on associe à l'écologie, au fait de comprendre aussi la mécanique des systèmes, de comprendre en fait que la Terre est un objet unique en fait dans lequel il y a des interactions entre les objets, donc en fait je sais pas, j'ai l'impression que normalement c'est quand même des gens qui sont câblés pour capter et pour intégrer ces sujets, quoi. Oui, on pourrait penser ça. Alors, je suis un peu le contre-exemple parce que je suis nul en maths et j'ai fait des études plutôt économiques. J'ai fait une école de commerce avant de faire pilote. Mais oui, effectivement, en tout cas, ça nécessite d'être bien câblé. Enfin, d'être câblé normalement et de ne pas être un ours dans sa grotte, quoi. Donc, on peut dire effectivement que c'est une population de gens qui sont censés être lucides sur ces problèmes-là, en tout cas avoir une honnêteté intellectuelle de les reconnaître. Mais il y a plein de biais qui font que finalement on s'auto-met dans le déni. Donc, par exemple, le biais de coût irrécupérable, hein, peut-être tu connais ça. Donc, plus on investit en temps ou en énergie ou en argent dans un domaine, plus ça va être difficile de le quitter parce qu'on va avoir l'impression de perdre notre mise, en fait, de perdre ce qu'on a investi. Ouais. Donc, tu parlais des études pour être pilote, c'est pas forcément une partie de plaisir, enfin, c'est pas une mince affaire, disons. Après, c'est pas évident de trouver un boulot dans une compagnie aérienne. Après, on gravit un peu les échelons dans la compagnie, et moi, finalement, à la fin, j'étais commandant de bord. Donc, ça veut dire que j'ai passé des formations en interne pour devenir commandant de bord et tout. Ça veut dire que tu as commencé copilote. Ça veut dire que au bout de quelques années, tu as pu être le pilote principal. J'étais commandant de bord. Donc ça veut dire que toutes ces années à attendre pour être commandant de bord, c'est un coût irrécupérable si je m'en vais. C'est-à-dire que si je décide de démissionner, je perds toute ma mise, quoi. Je perds tout ce que j'ai investi en temps, en énergie, en passion là-dedans. Donc ça, c'est le biais de coût irrécupérable. Ouais. On connaît bien en disant si tu as commencé à attendre le bus pendant 3 minutes, tu te dis non mais je vais attendre 1 minute de plus, j'ai pas attendu 3 minutes pour rien. Ouais, exactement. Alors il y a un biais qui a beaucoup plus d'impact quand tu parles de l'aviation et de ta carrière complète. Il y a un biais de coût irrécupérable qui est assez connu en ce moment, c'est l'A69, où finalement en fait l'État a mis 300 millions d'euros dans le projet, a demander à des gens de partir de leur maison, etc., etc. Il y a déjà une partie du tracé qui a été finalisée. Donc tout ça, c'est des coûts. Et c'est pour ça que l'État actuellement refuse d'admettre la réalité des choses, qui est que ce projet n'a pas vraiment de sens. Et même si des organismes scientifiques ou même au niveau de l'État, même la justice dit c'est pas un projet qui est viable, l'État il a tellement investi dedans qu'il va quand même continuer à pousser pour que ça se fasse. Et c'est ce qui se produit, quoi. Finalement, ça va finalement se faire parce qu'il y a ce biais de coût irrécupérable. Donc, quand on est pilote, il y a ça qui nous met dans le déni aussi et qui nous met des œillères où on n'a pas envie de quitter ce métier. D'abord parce que c'est un métier passion. Parce que souvent c'est un rêve d'enfant. Qui commence cette carrière-là en se disant je savais pas quoi faire, donc je suis devenu pilote, quoi. Non, d'ailleurs, souvent dans des métiers plus classiques, on change de poste régulièrement, on change de boîte, ça pose pas de problème.
Et d'ailleurs, moi, quand j'ai annoncé à mon entourage que j'allais peut-être partir, ça les a pas vraiment choqués parce que les gens sont habitués dans des métiers standards à changer de boîte, ça pose pas de problème. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que dans l'aviation, surtout quand on rentre à Air France, on y reste jusqu'à la retraite parce que c'est un métier tellement dingue, la compagnie est tellement géniale et donc on a ces coûts parfois juste en termes de passion ou d'énergie, c'est pas forcément des coûts financiers, mais qui sont là. Donc c'est compliqué de partir. Donc ça, c'est la zone de confort qui te pousse à te dire je suis bien là où je suis, si je change, je fais un saut dans le vide, quoi. Ouais, et puis on n'a pas envie en fait. Parce que, encore une fois, le métier est tellement génial qu'on n'a pas envie de partir. Donc il y a des espèces de biais comme ça. Il y a aussi peut-être un biais plus classique qui est celui, disons, de déni parce qu'on pense que la technologie va apporter les solutions. Donc ce qu'on appelle un peu le technosolutionnisme. Donc ça, c'est présent chez les pilotes puisque on est quand même habitué à utiliser des machines qui valent des millions d'euros, qui sont hyper technologiques et tout. Donc on est au contact de cette technologie qui est un peu miraculeuse, quoi. Et donc on se dit Airbus va trouver des solutions, on va trouver des solutions pour des carburants alternatifs, etc. Et donc à chaque fois qu'on voit une information qui nous dit ouais mais attention, les carburants durables, tout ça, ça pose plein de problèmes de déforestation, etc. Finalement on occulte un peu ces sujets-là en disant l'industrie va trouver des solutions. Et c'est comme ça qu'on se met des œillères aussi. Donc finalement, j'étais confronté un peu à, tu vois, tous ces profils-là. Soit des gens qui étaient au courant, mais qui se disaient il va y avoir des solutions qui vont être trouvées par l'industrie. Soit des gens qui disaient finalement quelques climato-sceptiques aussi, hein, finalement un peu à la Trump, quoi, ça peut exister. Et puis des gens qui disaient ouais, mais moi je suis au courant, je ferais bien comme toi, mais je peux pas parce que j'ai un crédit, j'aime trop ce métier, ou tu vois, ce genre d'excuses, entre guillemets, que je comprends complètement. Moi, je blâme vraiment personne. Et ce que j'ai fait de quitter ce métier-là, je l'ai fait aussi parce que j'avais la possibilité de le faire, disons, logistique. J'avais mis un peu d'argent de côté, j'avais un autre métier qui m'attendait quelque part, celui de naturopathe. Et puis, au final, également, tout ce que j'avais découvert sur le métier, sur l'impact du métier sur l'environnement, et puis mes prises de conscience, moi, perso, au niveau, en écoutant Jean Covici et tout ça, en écoutant ton podcast. Quel plaisir. Tout ça, ça a fait que ça a alimenté une éco-anxiété qui a rendu possible aussi ce changement. Ce big shift. Je suis absolument ravi d'avoir participé à cette bascule. Désolé pour l'éco-anxiété. Et d'ailleurs, c'est un très beau moment pour vous rappeler de vous abonner, si ce n'est pas encore le cas, à The Big Shift et d'aller écouter aussi le podcast d'Anthony. On va en reparler après. Quand tu discutes avec tes collègues, est-ce que la discussion, déjà, elle est possible ? Est-ce que c'est facile ? Tu vois, quand tu leur fais part de tes états d'âme, quand tu leur dis voilà comment je me sens, est-ce que c'est des fins de non-recevoir ? Est-ce qu'on est plutôt ouvert à la discussion ? Est-ce que les gens, tu disais, il y en a certains qui disent je comprends, mais c'est trop difficile. Quel est le sentiment général, en fait ? Il n'y a pas de sentiment général, c'est chacun réagit un peu en fonction de sa prise de conscience perso, de son état d'avancement, son état d'éco-anxiété, etc. Donc c'est un peu ce que je disais, tu vois, il y a des gens qui, quand je leur disais vers la fin, je crois que je vais peut-être devoir partir en fait parce que là je suis plus du tout aligné avec mes valeurs écologiques et tout, et certains me disaient de toute façon ça sert à rien quelque part parce que tu vas être remplacé sur le champ. Donc il y a des gens qui attendent derrière. D'ailleurs, quand je fais des posts sur LinkedIn ou autre en parlant de mon parcours, j'ai souvent des commentaires disant bon débarras, comme ça fait une place pour les autres, etc. J'allais dire, mais du coup c'est quand même assez véhément, quoi. Je veux dire, t'es vu un peu comme un traître. Il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Il y a certaines personnes qui me considèrent comme un traître, effectivement, et je le comprends complètement puisque moi-même au fond de moi il y a une partie de moi qui dit
t'aurais pu rester, essayer de changer les choses de l'intérieur. Alors, si je suis parti, c'est aussi parce que j'ai considéré que je ne pouvais pas justement changer les choses de l'intérieur. Mais moi, je suis assez transparent par rapport à ça. Et d'ailleurs, quand on me fait des commentaires sur les réseaux sur le fait que je suis un traître, je dis oui, effectivement, il y a une part de moi qui considère aussi que je suis un peu un traître, quoi. Et en même temps, je ne pouvais pas faire autrement que de partir parce que j'étais complètement désaligné par rapport à mes convictions. Ouais, c'est fort de raconter. Enfin, quand c'est complètement passion, tu vois, moi, tu me dirais, tu peux plus enregistrer de podcast. Zut, ça m'embête, quoi. Mais je le vis pas du tout de la même façon que quand je vois ce que tu décris sur les décollages, sur les vols de nuit où tu vois les étoiles, la lune, les trucs. Les aurores boréales. Ce que t'abandonnes oui, les aurores boréales, ce que t'abandonnes est tellement fort en émotion, aussi bien quand t'en as pris plein les mirettes, quoi, pendant des années. Ça peut on peut comparer ça à d'autres métiers passion, par exemple des sportifs de haut niveau. Ouais. Donc c'est une sorte de sevrage? Parce que moi je pense qu'il y a un peu ce truc-là, tu vois, avec les sportifs de haut niveau. Ouais, il y a. Non, mais je me souviens, il y avait, comment il s'appelle, Kylian Jornet, qui est un trailer, qui avait dit, moi, j'arrête de faire la Diagonale des Fous, ce genre de choses. L'UTMB aussi. Ouais, l'UTMB, parce que ça abîme la nature, parce qu'il faut prendre l'avion, etc. Et donc, j'imagine ce qu'ils peuvent ressentir, ces personnes-là, ce qu'elles peuvent ressentir. Parce que c'est un peu ce que je ressens, je pense, et ça nécessite de faire un travail d'introspection et de se rendre compte que finalement, on se réaligne avec soi-même. Donc, il y a de la lumière là-dedans. Mais si on voit juste le côté de ce qu'on perd, là, c'est compliqué. Et ça peut amener vers la dépression, ce genre de choses. Moi, j'avoue que le fait d'écrire un livre, ça m'a permis aussi d'exorciser tout ça. Mais quand je me suis replongé pour écrire le livre dans les émotions que je vivais quand j'étais en vol, donc je donne pas mal de détails sur comment ça se passe en vol, sur ce qu'on voit, comme tu dis, les paysages, etc. Quand on survole le Groenland ou ce genre de choses, c'est des émotions hyper fortes. Et quand je me suis replongé dans ces émotions-là pour écrire le livre, j'avoue que ça a été un peu violent aussi. Et ça m'a remis dans une sorte de mini-déprime. Parce que oui, Et puis quand je repensais à tout mon parcours, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre pas du sacerdoce, mais presque, quoi. Donc c'est vraiment violent. Tu referais du planeur, par exemple? Oui, ouais, je pense que dans le livre, tu parles vraiment de ça comme étant tes premières expériences de vol, alors on dit du vol à voile, en solo, d'avoir en fait la complète maîtrise d'un aéronef. Ouais. Ça t'en referais du coup? Ouais, je pense que j'en referais. Je pense que j'ai fait l'hiver dernier un baptême de parapente aussi, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Ça se rapproche un petit peu du planeur. Ouais. Et c'est vrai que ce côté vol libre, comme ça, sans moteur, où on doit juste lire les éléments, lire le ciel, lire les nuages, le relief, pour pouvoir rester en l'air. C'est du vol à vue en plus. Ouais. Ça, c'est très, très satisfaisant. C'est hyper, hyper agréable, et c'est des sensations aussi géniales. Donc je pense que oui, j'en referais. Ouais. Et du petit avion de tourisme type monomoteur, des petits... alors on parle des Cessna, je dis ça parce que... Et là, me tuez pas, mes auditeurs, mais j'ai pris des cours d'aviation en 2014 sur un Cessna 172. Et du coup, j'avais pris 4 ou 5 cours, mais bon, évidemment, c'était 2014, je connaissais pas encore ce que ça voulait dire écologie, mais j'avais trouvé ça absolument génial. Et t'as un peu vécu le même truc sur tes premiers vols, ton premier BIA, en gros, ton brevet de pilote. Ça, tu le referais ou pas? C'est possible. Ça consomme à peu près la même chose qu'une grosse voiture, voilà. je crois. En fait, l'aviation de tourisme comme ça, c'est pas ça du tout le problème. Voilà, c'est vraiment hyper anecdotique. Donc pourquoi pas. Après, j'avais un moment dans l'idée de peut-être. Là, je suis en mode jeune de l'aviation actuellement, donc j'ai complètement arrêté. Je vole plus du tout sous aucune forme. Ça fait depuis 2019 que j'ai pas pris l'avion pour voyager. Et après, je pense qu'effectivement, c'est une activité qui permet aussi de s'ouvrir au monde, de voir les choses différemment, de changer d'angle de vue par rapport à la vie et au monde. Donc c'est important. C'est vrai qu'on entend des polémiques un peu écologiques parfois, de supprimer les petits aérodromes et tout. Bon, je pense que c'est un peu
ça sert à rien parce que ça fait que braquer les gens et finalement ça a tellement peu d'impact que bon, c'est pas forcément utile. Après, effectivement, de faire du planeur, par exemple, c'est mieux. Surtout que le planeur est plus sympa que l'avion. Toi, tu as commencé à faire de l'avion, mais peut-être un jour tu feras un baptême de planeur, tu verras, c'est encore mieux que l'avion. Et après, ce qui est vraiment impactant, c'est l'aviation de ligne, c'est l'aviation commerciale. Voilà, l'aviation de tourisme, bon, ça a très peu d'impact en fait. Ok, j'avais pas du tout ce point de vue-là. Maintenant, est-ce que très peu d'impact, tu vois, c'est aussi là que s'ouvrent les vocations pour devenir pilote, qu'il y a plein de gens qui se disent j'ai envie de voyager, c'est aussi une porte d'entrée vers d'autres trucs, un peu comme quand toi tu dis je quitte parce que je suis désaligné, mais tout le monde te dit tu vas être remplacé. Là, c'est un peu oui, ok, Enfin, tu vois, est-ce que c'est pas juste une petite goutte d'eau supplémentaire? Mais bon, après, c'est toujours le sujet de l'exemplarité, de est-ce qu'il faut absolument tout faire parfaitement? Exactement, voilà. Oui, c'est vrai, t'as raison, mais t'as raison sur la deuxième partie de ta phrase aussi. Voilà, il y a ce qui est faisable et ce qui est réalisable, ce qui est judicieux de faire, etc. Donc, on ne peut pas non plus tout supprimer. Voilà, moi, ce que je dis, c'est l'aviation, c'est un bienfait pour l'humanité. À nous de faire en sorte que ça le reste, en soyant raisonnable sur ce qui a vraiment de l'impact, c'est-à-dire les vols de ligne, l'aviation de ligne. Donc, réfléchissons à ce qu'on fait quand on met les pieds dans un avion. Est-ce que c'est pour aller s'enfermer dans un club de vacances à l'autre bout du monde ou d'aller, je sais pas, au soleil en décembre, alors qu'on dit qu'il faut être réaliste par rapport à tout ça. Ça vaut le coup de se pencher là-dessus. Par contre, faire un tour en avion de tourisme, c'est peanuts quoi, par rapport à tout ça. Ouais. Y a un truc qu'on n'a pas mentionné d'ailleurs sur ce qui peut pousser un pilote à se dire bon, c'est pas si grave pour moi, c'est la puissance de l'uniforme dont tu parles un peu dans ton livre, qui est que en fait, quand on remet son uniforme de copilote, de pilote, avec tes 3 gallons ou tes 4 gallons, en fait, tu n'es plus un individu, tu n'es plus une individualité. Donc, en fait, tout ce que tu fais ne te concerne pas toi personnellement, mais c'est l'ensemble, c'est le tout. C'est la compagnie aérienne, c'est l'industrie aérienne, mais c'est plus vraiment toi, quoi. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que du coup, il y a une sorte de déresponsabilisation parce que du coup, toute cette charge mentale de la transformation, elle est portée par des plus gros organes qui sont à la fois invisibles, à la fois qui sont juste un système, quoi. Et tu te dis, non, moi, je suis la compagnie, je suis pas moi. Donc, en fait, quand je vole, c'est pas mes émissions, c'est les émissions des autres, c'est les émissions des passagers, c'est les émissions de la compagnie aérienne, mais c'est pas moi qui fais ça, quoi. Moi, je suis juste le vecteur, quoi. Oui, après ça se retrouve, je pense, dans pas mal d'entreprises. Complètement. Ou de choses dans la vie, en fait, dans la société. Il y a eu des moments dans l'histoire où ce genre de raisonnement-là, ça a causé pas mal de problèmes. Oh oui. Actuellement, là, on parle pas de ça, mais il y a plein de personnes. Avec ICE, il commence à être uniformisé, la police de l'immigration aux États-Unis, il commence à y avoir des petites dérives là-dessus. Ouais, exactement. Tu parles de l'uniforme. Ouais. C'est vrai que dans la police, on peut dire c'est un peu pareil, quoi. Le fait d'avoir l'uniforme, parfois, ça peut pousser à des comportements qu'on n'aurait pas si on n'avait pas l'uniforme, effectivement. Donc, effectivement, dans mon cas, oui. Ce que je dis souvent, c'est que quand on est dans le cockpit, ce qu'on voit quand on est en croisière, par exemple, et que les moteurs consomment du carburant, on voit, nous, un écran avec une jauge, avec une aiguille qui nous montre combien de carburant on consomme. Mais c'est complètement dépersonnalisé, en fait. On n'est pas en train de ressentir le carburant qui est brûlé, l'odeur, etc. Et donc, on est... finalement, ça pose pas de problème parce qu'on pilote une aiguille, quoi. Et d'ailleurs, Saint-Exupéry et tu fais du 1000 litres à l'heure et tu t'en rends pas compte, quoi. Ouais, voilà. Donc, on consomme, par exemple, pour aller à Tokyo, quand on fait un vol Paris-Tokyo sur le courrier, on consomme à peu près 100 000 litres de carburant. Et donc, oui, c'est plus que 1000 litres à l'heure, alors. Ça dépend des avions, etc. Ouais. Mais je donne cet exemple, il est assez marquant parce que c'est un chiffre un peu rond. Mais 100 000 litres de carburant, c'est énorme, quoi. Fois le nombre de vols qu'il y a sur Terre à chaque moment, il y a à peu près 100 000 vols par jour. 100 000 vols par jour? Ouais. Avec des pointes à plus de... Si on compte tous les avions de ligne et les avions militaires, il y a des pointes à 250 000 vols par jour. Oh, wow. Donc tout ça, multiplié par les quantités de carburant consommées,
ça fait des montants complètement faramineux, quoi. Ouais, ce qu'on n'a pas dit, mais de fait, l'aviation aujourd'hui, c'est entre 3 et 5% des émissions de gaz à effet de serre totales, je crois. Ouais, alors on dit c'est 2,5% environ, Ouais. mais il faut rajouter 2,5% de réchauffement climatique lié Aux traînées de aux traînées de condensation. Donc en fait, on dit c'est à peu près 5% du réchauffement climatique. Les Donc, traînées de condensation qui sont du coup les traits blancs que vous voyez parfois derrière les avions en fonction des conditions atmosphériques et qui du coup créent des nuages qui bloquent en gros la chaleur dans l'atmosphère. Ouais, voilà, qui peuvent, ça crée des cirrus, enfin ça peut s'étaler, créer des cirrus qui effectivement fait un effet de serre. Voilà. Donc c'est pas du tout négligeable. Je parlais du vol Paris-Tokyo, 100 000 litres de carburant. Quand on est pilote, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente que pendant une demi-heure, pendant que les passagers embarquent, il y a un tuyau qui est connecté aux ailes de l'avion et qui remplit les ailes de carburant. Donc on ne voit pas le carburant, on voit le camion avec le tuyau. Après, le carburant dans les ailes, on ne le voit pas. Quand il est brûlé pendant le vol... Tu sens que l'avion est lourd peut-être au décollage ? Ouais, bien sûr, mais c'est tout. C'est un paramètre qu'on pilote. Il est plus lourd, donc on augmente la vitesse de décollage. Voilà. Et après, pendant le vol, on voit l'aiguille qui dit combien on consomme. Et quand on arrive à destination, eh bien, on descend de l'avion, on va dans notre hôtel. Et voilà. Et on a consommé 100 000 litres de carburant, sans s'en rendre compte. Enfin, sans le toucher vraiment du doigt, quoi. Donc, donc t'as pas été à la pompe et c'est pas toi qui as appuyé sur le bouton pour aller remplir. Surtout, j'ai pas réalisé la quantité. 100 000 litres, on se rend même pas compte de ce que c'est en fait. Ouais. C'est gigantesque. Si vous avez une piscine dans votre jardin, il y a de grandes chances pour qu'elle soit beaucoup plus petite que ça. Ouais, c'est ça. Il y a, au total, tous les jours, il y a 1 milliard de litres de kérosène qui est utilisé par l'aviation. Ouais. Donc, ça fait des quantités, en fin de compte, qui sont faramineuses. Et quand on a cet uniforme, on est autorisé à faire ça. On est autorisé à mettre les manettes des gaz en avant, cramer du carburant à fond. Et pour, c'est un permis de polluer. Ouais, c'est un permis. C'est pour ça que je parle un peu de ça dans le bouquin. Mais cet uniforme, c'est un peu comme James Bond qui a un permis de tuer. Moi, j'ai un permis de polluer quand je suis pilote. Alors, pour la bonne cause, parfois. Voilà, des fois, c'est intéressant. Mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a une bonne partie des vols qu'on fait qui pourraient être évités. Donc, dans le livre, je prends l'exemple des gens qui vont se faire masser à Bangkok. Typiquement, ce genre de choses, c'est questionnable. Ouais. Voilà. Donc là, tu parles d'un vol où tu as un de tes collègues qui est pilote, tu lui fais part de tes états d'âme. Et lui, il te dit, moi j'ai fait un Paris-Bangkok avec 385 personnes à bord et je suis persuadé qu'il y en a une bonne partie qui étaient là-bas, qui sont partis juste pour aller se faire masser. Quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Et il dit ça de façon un peu cynique et en même temps en disant, voilà, c'est mon taf, quoi, transporter ces gens. Non, lui, il disait ça plutôt en mode, je suis conscient qu'il y a un problème, mais après, il a rajouté, je peux pas partir parce que j'ai un crédit, parce que j'ai des enfants, il faut que je paye les études, etc. Voilà, donc... Mais oui, non, c'était une anecdote qui était assez incroyable. Et il y en a plein des anecdotes comme ça. C'est quoi la suite pour l'industrie aérienne ? Qu'est-ce qui fait que les compagnies continuent ? Alors, il y a beaucoup d'investissements, justement. Je crois que il me semble que l'industrie aéronautique est celle qui s'est le plus décarbonée parmi toutes les industries dans les 20 dernières années. Donc, c'est quand même... ça reste des investissements qui sont très lourds, avec énormément alors on pourrait dire de la bonne volonté, mais le fait, c'est qu'il n'y a pas une industrie qui s'est décarbonée aussi vite que l'industrie aérienne dans les 30 dernières années. Donc ça, c'est quand même un énorme point. De fait, c'est un point qui est très utilisé pour dire l'industrie aérienne va mieux, c'est mieux, etc. Maintenant, et aussi, c'est aussi un point qui est utilisé pour dire voilà ce qu'on a fait dans les 30 dernières années par rapport à toutes les autres industries, imaginez ce qu'on peut faire dans les 20 prochaines années. À quoi se raccroche cette industrie pour dire que ça va être viable, ça va être soutenable ? Alors, là, on arrive sur le gros sujet. Ouais. Donc, effectivement, déjà, l'industrie aéronautique, à la base, c'est des avions qui consomment du carburant fossile pour avancer. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'industrie ne fait que faire évoluer ce modèle, mais elle garde un peu le modèle de base. On n'a pas switché sur des avions nucléaires ou je sais pas quoi. Enfin,
on garde quand même un modèle où il faut consommer du carburant pour faire avancer les avions. Ouais. Donc, effectivement, les avions récents consomment 20-25%, ou futurs vont consommer 20 à 25% de moins de carburant qu'il y a quelques années. Alors, on dit que, ça c'est la revue Nature, la revue scientifique Nature qui dit ça, que en gros, depuis 20 ans, les avions émettent 2% de moins chaque année pour un trajet similaire de gaz à effet de serre, etc. Mais comme le trafic augmente de 3-4% par an, finalement, ça annule les effets bénéfiques. Ouais. Donc ça, c'est le fameux effet rebond. Voilà, donc c'est ça, moi, que je dénonce. C'est pour ça que je dis c'est la dose qui fait le poison, en fait. Ouais. L'aviation, c'est génial, mais c'est la dose qui fait le poison, attention. Ça, c'est une phrase de naturopathe. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Donc, après, ce dont il faut avoir conscience, c'est que l'aviation, elle a des représentants qui sont des sortes de lobbies, qui s'appellent IATA, l'Association internationale du transport aérien, et l'OACI, qui est l'émanation de l'ONU qui chapeaute un peu le transport aérien mondial. On parlait beaucoup du GIFAS aussi à un moment, qui avait été dans des scandales. Je ne connais pas. Okay. Ouais. Mais donc, ces organismes, IATA, OACI, eux, c'est les porte-parole des compagnies et ils essayent de trouver des solutions pour que les compagnies aériennes puissent continuer à croître, voilà, et que le trafic puisse se développer. Donc, IATA, par exemple, prévoit que le trafic aérien va doubler d'ici à 2043 et faire fois 2,5 d'ici à 2050. Ouais. Voilà. Donc, c'est inéluctable pour eux. Il va y avoir une croissance. Parallèlement, on a Airbus qui dit que le nombre d'avions va doubler d'ici à 2041. Donc, en fait, tous les acteurs du transport aérien disent qu'il va y avoir une croissance. Et donc, ils essayent de mettre en face de ça des solutions. Donc, IATA, par exemple, dit nous, on propose un camembert avec des solutions. Donc, pour 65%, ça va être les carburants d'aviation durable. Ouais, donc les fameux SAF. Les SAF, voilà, on peut en reparler si tu veux, mais qui sont problématiques. On va finir le camembert. Voilà. D'abord. Qui sont problématiques, notamment en termes de passage à l'échelle. Ouais. 19%, c'est le CCS, donc la capture du carbone dans l'air et le stockage dans le sol. Je vous renvoie à plusieurs épisodes du coup là-dessus avec Marine de Guglielmo sur la capture carbone et sur la géo-ingénierie notamment. Ouais, exactement. Donc c'est considéré comme de la géo-ingénierie. Donc je rappelle que la géo-ingénierie, normalement, c'est en dernier recours si on est vraiment tellement dans la mouise qu'on ne peut plus rien faire d'autre. Mais là, non. IATA dit non, ça va être 19% de la décarbonation du transport aérien. Après, 13%, ça va être... Ce qui a été un peu adoubé aussi par le dernier rapport du GIEC qui a parlé de capture carbone dans un rapport. Et du coup, c'est vrai qu'il y a plusieurs industries, notamment l'industrie aérienne, qui ont foncé dans le trou en disant « Ah, le GIEC en parle, donc en fait, on a le droit de le dire qu'on va l'utiliser. » Exactement. Donc ça, c'est dénoncé par certains qui disent « Attention, le GIEC, c'est vachement bien, mais il y a quand même... parfois, il y a des choses à dire. » Après 13%, c'est l'amélioration au niveau des avions, la consommation des avions, le fait d'utiliser des matériaux plus légers, composites, ça, c'est encore 13% etc. par-dessus les 25 à 30% qui ont été faits derrière les 30 dernières années. Donc ça veut dire que chaque nouveau pourcent d'optimisation des avions est de plus en plus difficile à avoir. C'est ça. Et après, il reste 3% sur le camembert, c'est les opérations aériennes, le fait d'optimiser les trajectoires, etc. Donc on voit que donc ça, c'est IATA qui propose ça. Donc en fait, eux, leur mot d'ordre, c'est de dire il n'y a pas de problème, on peut croître parce qu'on met des solutions en face. Sauf que ces solutions, elles sont soit irréalistes, soit impossibles de passer à l'échelle, soit elles vont peut-être advenir, mais on ne sait pas quand. Voilà. Donc il y a un problème de mise en rapport entre l'urgence climatique, l'urgence écologique d'une manière plus générale, qui est vraiment là maintenant, et ce que l'industrie propose dans le futur, en fait, l'industrie propose un pari sur l'avenir. Ouais. Plutôt que de dire
ok, il y a peut-être une solution, mais voilà, ça va pas vous plaire, c'est de ne pas croître comme vous avez prévu. Ouais. Donc ce qu'a fait les Pays-Bas avec l'aéroport d'Amsterdam. Ouais, exactement. C'est ça, ouais, c'est ça, voilà. Plutôt que de dire ça, qu'il y ait une solution, c'est ce que recommande l'ADEME, c'est ce que recommandent des revues scientifiques comme Nature, c'est ce que recommande le GIEC, c'est ce que recommande même l'Académie de l'air et de l'espace, qui pourtant, eux, d'habitude, ils sont pas forcément pro décroissance et tout. Mais tout ça, en fait, à partir du moment où on met les chiffres sur la table et qu'on prend conscience du problème, il y a une solution qui est évidente et qui est très simple et qui est immédiate, avec un effet immédiat sur les émissions de gaz à effet de serre et sur le réchauffement, c'est d'arrêter la croissance. En tout cas, de la réduire fortement. Voilà, et de revenir à quelque chose de plus raisonnable. Ça peut être aussi de l'éducation, de l'éducation de la population, à dire voilà, attention, réfléchissez quand vous prenez l'avion, ça a un impact, donc ne le prenez pas pour n'importe quoi. Voilà. Et donc, c'est pas du tout ce que fait IATA. L'OACI, c'est pareil, ils font le même genre de proposition avec en plus de la compensation carbone, donc ça qui est considéré quand même de plus en plus comme du greenwashing. Complètement. D'ailleurs, Air France et EasyJet, c'était deux compagnies qui proposaient aux gens, au moment d'acheter leur billet, de compenser les émissions sur de leur vol en achetant des arbres. Voilà, en achetant des crédits pour planter des arbres. Et ça a été dénoncé, etc. Donc maintenant, ils ont arrêté parce que ils ont compris que c'était du greenwashing. Et que donc la compensation carbone, elle est problématique pour ça aussi, parce que elle incite des gens, elle incite les gens à voler, à continuer à voler comme avant, parce que les gens ont bonne conscience et ils ont l'impression de faire ce qu'il faut. Alors qu'en fait, les arbres, on les plante, mais ça va mettre des années à capter le carbone. S'ils ne crament pas entre-temps. Ils vont peut-être cramer, il y aura des maladies, etc., etc. Donc, c'est pas réaliste. Et ce que propose IATA, notamment au niveau des SAF, donc des carburants d'aviation durable, Sustainable Aviation Fuel, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que ça incite les gens à se dire « Ok, on peut continuer à voler parce que l'industrie va mettre en place des choses dans le futur. » C'est un pari sur l'avenir, mais c'est de l'irresponsabilité pour moi. Plutôt que de prendre la voie de la responsabilité, de dire « On arrête et on stabilise le trafic à ce qu'il est actuellement, c'est déjà bien suffisant. » Et donc, on va... Comme les avions vont être plus efficaces, efficients, on va diminuer finalement petit à petit l'impact de l'aéronautique. C'est pas du tout ça qui est prévu. Et donc, voilà, ça incite les gens à voler, ça incite les gens à continuer leur comportement. Et moi, c'est ça que je dénonce en fait. Voilà. Est-ce que tout ce truc-là, c'est tiré par les constructeurs d'avions qui ont besoin de remplir leur carnet de commandes ? C'est la base de la base ? Il y a du chantage à l'emploi. Ouais. Donc, de toute façon, ça, le chantage à l'emploi, on le retrouve dans toutes les industries qui doivent décroître. Dans l'écologie, c'est vraiment un grand classique. Au niveau des États, au niveau des entreprises, à chaque fois qu'on dit il faut une action écologique forte, tout de suite, il y a un vent debout des entreprises qui disent il va y avoir du chômage. Ouais. Voilà. D'ailleurs, quand il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, c'est exactement ce qui s'est passé. Les citoyens tirés au sort ont été formés, ils ont conclu qu'il fallait prendre des mesures drastiques, mais tout de suite, il y a eu les lobbies des entreprises, de la voiture notamment, qui ont dit ouais, mais si vous faites ce que vous proposez là, si on fait vraiment ce que vous proposez, ça va créer du chômage de masse. Si on dit c'est interdit de faire de la pub pour des SUV, qu'est-ce qui va se passer ? On va moins vendre de SUV, donc il va y avoir du chômage. Et ça, les politiques n'en veulent pas. Surtout que voilà, maintenant les échéances électorales arrivent de plus en plus rapidement. Ouais. Et voilà, la dernière chose qu'ils veulent, c'est être mal vu en fin de mandat. Mal vu, voilà, parce qu'il va y avoir du chômage. Donc du coup, ils vont plutôt dans le sens des entreprises. Ça peut complètement se comprendre. Hein. C'est presque humain en fait. Ouais. Mais c'est juste que quand on prend conscience de tous ces enjeux, en fait, de toutes ces données, on peut pas faire autrement que se poser la question d'un arrêt de cette croissance infinie qui est dénoncée un peu partout. En plus, il y a plusieurs études qui ont démontré à de nombreuses reprises que la transition écologique, oui, il va y avoir des destructions d'emplois, mais que a priori, il y a quand même une création d'emplois massive sur bien d'autres
bien d'autres types d'activités. Donc, par exemple, si tu fabriques plus de voitures, bah, tu as quand même les machines pour pouvoir fabriquer d'autres modes de mobilité, que ce soit des transports en commun, que ce soit des bus pour des fabricants de voitures, que ce soit je sais pas, des quadricycles, des vélos, des tout. Enfin, on a l'outil industriel pour pouvoir faire. Il y a des grosses transformations, mais on a l'outil industriel et la main-d'œuvre pour faire d'autres choses, quoi. Oui, après, c'est une volonté politique. Et puis, dans le cas des pilotes, par exemple, puisqu'on parle de ce métier-là, c'est compliqué aussi parce que c'est un métier passion. Tout ce que j'ai dit avant, en fait, Ouais. le biais de coût irrécupérable, etc. En fait, moi, je pense que le changement, il viendra pas des pilotes parce que des cas comme le mien, c'est anecdotique par rapport à la globalité des pilotes et aucun pilote n'a envie d'arrêter son métier. Bien sûr. Donc, si on dit, parce que parfois on entend dire oui, mais il faut accompagner la transition en disant aux entreprises aux compagnies aériennes, c'est pas grave, vos pilotes, on va les transférer sur d'autres activités, par exemple conducteur de train ou ce genre de choses. Mais oui, sur le papier, ça peut fonctionner. Mais dans la réalité des choses, les pilotes de ligne, c'est des gens passionnés par leur métier. Ils n'ont pas envie d'aller conduire des trains. Ils ont envie de continuer à faire pilote de ligne. Donc ça complique les choses. Ok. Si on revient rapidement là sur le fameux camembert où tu parlais des méthodes d'amélioration, moi, mon canal d'information numéro 1, c'est LinkedIn en ce moment, et je lisais un post qui disait que les fameuses traînées de condensation, aujourd'hui, on pourrait les limiter parce qu'en fait, elles arrivent dans certains niveaux de l'atmosphère, à certains degrés d'humidité, etc. Et qu'on pourrait planifier les routes pour contourner ces zones d'atmosphère où il y a ces traînées qui se forment, monter à des paliers de vol supérieurs ou inférieurs en fonction des conditions atmosphériques. Est-ce que c'est quelque chose, tu vois, et si on est capable d'éviter 2,5% des émissions mondiales grâce à ça, parce que c'est ce que tu disais que les traînées de condensation rajoutaient, est-ce que c'est pas déjà un truc qui permettrait de faire plus que les fameux 3% où tu disais opération de vol, c'était 3% d'amélioration. Est-ce qu'avec ça, on est capable de faire mieux, ou est-ce que c'est un peu aussi du fantasme? Excuse-moi. Vas-y. Alors oui, effectivement, ça c'est intéressant. D'ailleurs, l'industrie travaille beaucoup là-dessus pour essayer effectivement de changer les altitudes de vol. Donc parfois de surconsommer un peu du carburant parce que en fait, dans un avion de ligne, en gros, plus on monte en altitude, moins on consomme. Voilà, parce que l'air est moins résistant à l'avancement de l'avion. L'air se raréfie, on va dire. Donc du coup, c'est bien de monter le plus haut possible en fonction de la masse de l'avion. Mais par contre, à ces altitudes, parfois, il se crée le phénomène de traînée de condensation parce que l'air est très humide à cet endroit-là, très froid. Et donc, il suffirait de descendre un tout petit peu pour que ce phénomène ne se fasse pas. Et le problème, c'est que quand on descend, on consomme plus. Donc après, il y a un ratio à trouver entre qu'est-ce qui vaut le coup. Est-ce que ça vaut le coup de descendre un peu, quitte à avoir moins de traînée de condensation, ou est-ce que ça vaut pas le coup. Donc ça, l'industrie travaille là-dessus. Et c'est quelque chose qui est nouveau. Alors, il y a aussi les carburants d'aviation durable qui, de fait de leur composition, entraînent un peu moins de création de traînées de condensation. Ouais. Donc ça, c'est un effet aussi bénéfique des carburants d'aviation durable, même si, comme je disais tout à l'heure, ils vont être très difficiles à passer à l'échelle. Et sinon, voilà, c'est ce genre de choses. Après, donc c'est du compromis, quoi. Les traînées de condensation, elles seront toujours un peu là parce que l'industrie se base sur des prévisions météo, des calculs météorologiques qui ne sont pas toujours ultra fiables. Et parfois, on voudra bien faire, mais il y aura quand même une traînée parce que à cet endroit-là, les conditions météo ne sont pas celles qu'on avait prévues. Donc c'est un sujet assez complexe, mais oui, ça fait partie quand même des choses positives qu'on peut dire sur le fait que l'industrie veuille améliorer son impact. Et les SAF alors, donc tu dis impossible de passer à l'échelle. La raison, c'est quoi? Donc tu disais beaucoup de déforestation. Alors les SAF, il y a deux types de SAF. Ouais. Enfin, on va dire schématiquement deux types de SAF. Les SAF issus de la biomasse. Ouais. Donc c'est-à-dire, soit c'est des résidus de biomasse qu'on a utilisés déjà. Donc par exemple des résidus d'huile de cuisson, d'huile de ce genre de choses. Mais là, pour en avoir suffisamment pour remplacer
Ouais, alors justement, ça pose problème. En fait, à chaque fois qu'on regarde quelque chose, il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Voilà. Donc, on va dire oui, c'est génial, on utilise les huiles de cuisson qu'on a utilisées chez McDo ou je sais pas où. C'est super. Ok, mais le problème, c'est qu'il en faut tellement que maintenant, il y a des filières qui viennent de Chine. La majorité des huiles comme ça viennent de Chine. Et du coup, là, les contrôles sont assez difficiles à faire. On ne sait pas forcément d'où vient cette huile. Et c'est arrivé que l'huile qu'on utilise, finalement, elle vienne de l'huile de palme qui est issue de la déforestation en Indonésie ou dans ce genre de pays. Donc, en fait, l'Union européenne interdit les carburants d'aviation durable issus de cultures vivrières. Ouais. Donc normalement, quand on met du carburant, du SAF dans un avion en Europe, l'Union européenne interdit que ça vienne en concurrence avec des cultures qu'on pourrait manger. Ouais. Et donc le palmier à huile, c'est quelque chose dont on sert pour l'alimentation. Donc l'Union européenne interdit ça. Mais c'est arrivé, il y a eu des fraudes. Donc on voit un peu les limites du système. Et en plus, ça, c'est l'Union européenne qui interdit ça, déontologiquement. Mais dans le reste du monde, c'est pas interdit. Ouais. Donc il y a un tiers des carburants d'aviation durable issus de la biomasse qui sont faits avec des cultures qui pourraient être du soja ou ce genre de choses qui pourraient être mangées, quoi. Donc ça veut dire que là, ça vient en remplacement. Donc là, c'est plus des résidus comme ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est des cultures qui sont faites exclusivement pour pouvoir faire voler des avions, quoi. Exactement. Donc ça pose un vrai problème éthique même. Et même dans un avenir où le climat va se réchauffer, où potentiellement les cultures vont être de plus en plus difficiles à faire. Les pertes, des sécheresses, des maladies. Il va y avoir un arbitrage à faire au bout d'un moment. Est-ce qu'on nourrit la population humaine ou est-ce qu'on permet aux plus riches, parce que c'est les plus riches qui prennent l'avion. Je rappelle que 50% des émissions de l'aviation, c'est lié c'est dû à 1% de la population, quoi. Donc du coup, c'est plutôt les riches, les pays riches qui prennent l'avion, et donc on va empêcher des gens de se nourrir quelque part sur la planète pour permettre à ces personnes-là de voler en avion. Donc là, il y a un problème. Et après, il peut y avoir aussi de la déforestation. Donc là, par exemple, en ce moment, il y a un projet dans le sud de la France, à Lac, de créer une usine de fabrication de carburant d'aviation durable qui va utiliser, pareil, des résidus de biomasse, mais au bout d'un moment, qui va sans doute déforester la région, quoi. Et or, quand on déforeste, on fait des coupes rases, et ça veut dire perte de puits de carbone, perte de biodiversité locale, et puis le carbone, il n'est pas stocké que dans les arbres, il est stocké dans le sol également, et donc ça remet en cause plein de choses. Donc voilà. Et après, il y a aussi les carburants d'aviation durable qui sont faits à partir d'un mélange d'hydrogène et de CO2. Donc ça, c'est du carburant chimique. Ce qu'on appelle le e-carburant, e-carburant. Et ça, c'est très, très, très énergivore. Là, et le rendement est mauvais, quoi. En gros, je crois que là-dessus, on considère qu'il faut utiliser 2 fois l'énergie du carburant pour le produire. Donc, c'est-à-dire que si tu utilises, je sais pas, si tu as besoin de cramer 1000 litres pour faire avancer ton avion, ça veut dire qu'il faut produire l'électricité pour cramer l'équivalent de 2000 litres, ce qui te permet de créer tes 1000 litres de carburant, quoi. Ouais, et alors ce qu'on dit aussi, c'est que pour fabriquer le carburant d'aviation durable, en gros, on va perdre 60% de l'énergie du carburant. Et après, quand on fait brûler le carburant par les réacteurs de l'avion, le rendement est de 30%. Un moteur thermique, pour tous les moteurs, c'est pareil, c'est environ 30% le rendement. Donc là, on repère une grande partie. Donc au final, à peu près 90% de l'énergie qu'il y avait dans les plantes au départ est perdue. Donc c'est un rendement qui est vraiment hyper mauvais. Ça veut dire qu'il va falloir énormément d'électricité. Et c'est le gros souci de l'hydrogène aussi exactement, dont on parle. Donc il va falloir des quantités faramineuses d'électricité pour pouvoir créer ces carburants-là d'aviation. Il me semble qu'on considérait qu'il fallait 155 réacteurs nucléaires supplémentaires pour pouvoir alimenter l'aviation civile française, il me semble, ou un truc comme ça. Ah non, alors moi j'ai pas ces chiffres-là, mais c'est des chiffres énormes quand même, que je vais dire. Mais c'est des chiffres qui sont donnés par l'Académie de l'air et de l'espace.
Ok. qui dit que si on voulait décarboner l'aviation européenne, rien que l'aviation européenne, avec ces e-carburants, il faudrait l'équivalent de 60 réacteurs nucléaires. Donc, tu vois, c'est moins que ce que tu dis, mais c'est quand même déjà énorme. C'est-à-dire que c'est l'équivalent. En France, il y a 56 réacteurs nucléaires. Donc, c'est à peu près l'équivalent de la fabrication d'électricité d'un pays comme la France. Et ça, c'est pour respecter la réglementation de l'Union européenne qui impose qu'en 2050, il faille qu'il y ait 70% de carburant d'aviation durable dans les réservoirs des avions qui partent d'Europe. Bon, bah ça, du coup, c'est pas possible. Donc, deux, quand les entreprises, quand l'industrie fait ses prévisions, comment est-ce qu'ils naviguent autour de ces chiffres? Ils voient bien que c'est pas possible. Non, ils le voient pas, je pense. Là, je pense qu'ils sont dans une espèce de fuite en avant, où à partir du moment où on se dit c'est techniquement possible, ça autorise le secteur à dire ok, puisque c'est techniquement possible, je dis pas que c'est réaliste, mais c'est techniquement possible. Si je te dis on va construire 60 réacteurs nucléaires pour décarboner le carburant européen, tu peux me dire bah ouais, ok, faisons-le quoi. Vas-y, go. Ouais. Mais par contre, c'est complètement irréaliste, je suis d'accord. Et ça se fera pas parce que l'électricité, on va en avoir besoin pour décarboner tous les autres usages de la société. Donc, après, il va y avoir un arbitrage qui va se faire naturellement. Et c'est pour ça que moi, j'appelle de mes voeux à faire plus de conventions citoyennes, comme il y a eu la Convention citoyenne pour le climat. Il faudrait qu'il y ait, de mon point de vue, des conventions citoyennes pour les transports. Parce que si on met des gens du monde entier à discuter entre eux et à dire qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir, est-ce qu'on veut plutôt privilégier des cultures vivrières, une forêt qui est en bonne santé et qui capte le carbone, ou est-ce qu'on veut qu'on puisse aller se faire bronzer au soleil en prenant l'avion aux Antilles? C'est une vraie question et il faut se la poser. Mais si on se la pose jamais et si on met pas dans la boucle des gens qui habitent sur des îles, par exemple, en ce moment on parle des îles qui vont se faire bientôt ensevelir par les eaux, si le seul discours qu'on entend c'est celui de l'industrie de l'aéronautique, on n'entendra jamais ces gens-là. Les gens tu vois, par exemple, la capitale de l'Indonésie, Kuala Lumpur, s'enfonce dans ça va bientôt être aussi avoir des problèmes d'inondation. Il y a une capitale qui a été déménagée déjà. Voilà, qui est en train d'être déménagée sur une autre île. Donc, je me trompe peut-être sur Moi, j'avais Mani, Jakarta ou un truc comme ça. C'est peut-être Jakarta, je me trompe peut-être, t'as raison. Je sais plus. Eh bien, en fait, si on n'entend pas ces gens-là, on prendra les mauvaises décisions. Et ces gens-là, si on les met autour d'une table et qu'on leur demande qu'est-ce que vous préférez, pouvoir garder votre maison, votre lieu de vie et tout, ou alors permettre à d'autres de voyager en avion, évidemment qu'ils vont pas dire moi, les Américains qui voyagent en avion 50 fois plus que les Africains, je veux les protéger. Bien sûr que je vais pas dire qu'il faut qu'ils continuent à faire ça. Voilà. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas cette concertation à l'échelle globale du monde entier, actuellement le problème aussi de mon point de vue c'est que les pays sont en concurrence entre eux économiquement et du coup les compagnies aériennes sont en concurrence et on dit oui mais si on fait une sorte de décroissance du secteur de l'aérien, on va se faire manger par les autres, ils vont s'installer à notre place, etc. Donc c'est compliqué comme sujet parce que tant qu'il y aura pas d'être le premier à faire le pas. Exactement. Et puis tant qu'il n'y aura pas une sorte de convention mondiale sur ce sujet où tous les pays se mettent d'accord. Alors c'est un peu idéaliste ce que je dis. C'est sans doute ça fait partie des gros sujets quand même en ce moment. Il y a Cyril Dion et Paloma Moritz qui préparent un documentaire sur comment est-ce qu'on fait pour remettre de la démocratie. Exactement. Et notamment comment est-ce qu'on fait pour réactiver la démocratie pour les citoyens, pour qu'ils puissent plus y participer, prendre des vraies décisions. Et du coup, je pense que c'est des gros sujets sur toutes les industries. C'est pas uniquement l'industrie aérienne, c'est sûr. Non, complètement. De toute façon, ces sujets-là, ils sont transversaux, effectivement, et la décarbonation, elle est vraiment dans tous les secteurs. Voilà. Après le cockpit, une fois que tu as décidé que tu voulais partir, toi, tu pars avec un projet. C'est hyper important, je pense, de partir avec autre chose plutôt que de juste partir.
Qu'est-ce que tu as décidé de faire et pourquoi? Alors effectivement, je me suis dit, après coup, si j'avais pas eu de projet, en fait, j'aurais peut-être démissionné quand même. Parce que Ah ouais? voilà, j'étais tellement désaligné avec mes convictions écologiques que je serais peut-être parti. Ça piquait Mais trop, en fait, ouais. ça aurait été vraiment, vraiment dur et douloureux et compliqué, même financièrement. Parce que, j'aurais rien eu derrière, quoi. Ouais. Et comme je suis pilote, on va dire, je sais faire que ça. Donc du coup, en fait, j'ai eu la chance de reprendre des études de santé naturelle, de naturopathie entre 2018 et 2021. Donc j'avais un certificat de naturopathe. Au départ, je l'avais fait un petit peu pour moi parce que j'avais une maladie au rein qui m'ennuyait et puis je voulais essayer d'améliorer ma santé et pourquoi pas proposer en tout cas des conseils à mon entourage. Mais en fait, finalement, tu vois, au bout d'un moment, je me suis dit, je commence à comprendre pourquoi l'univers a voulu que je fasse ces études-là. C'est parce que peut-être que je vais arrêter ce métier. Et donc, d'avoir ça dans ma besace, plus d'avoir envie aussi de faire autre chose et d'accepter l'idée que je pouvais faire autre chose de ma vie et que finalement, j'avais cette chance peut-être d'avoir l'occasion de faire 2 carrières différentes. 2 choses qui me passionnent. Voilà, ça m'a aidé à franchir le pas et donc du coup je suis devenu naturopathe. Alors je fais aussi un podcast, donc tu parlais de ça. 44 épisodes, je crois, déjà. Ouais, c'est ça, voilà. Donc j'ai commencé ça il y a 1 an et demi. Donc je fais 2 épisodes par mois, une chronique et une interview. Donc ça me passionne. Alors je suis musicien, donc j'avais un petit peu de matériel pour m'enregistrer et donc j'utilise ce matériel pour faire le podcast. Et c'est assez passionnant en fait. Et d'ailleurs, je me fais souvent la réflexion que quand j'ai des invités, ça me remet aussi un peu les pieds sur terre. Et si jamais à un moment, je viens à me dire « Ah tiens, ce que je fais c'est un peu exceptionnel, etc. » En fait, quand je discute avec mes invités, je me rends compte que finalement, c'est pas si exceptionnel ce que je fais. Et il y a plein de gens qui font des choses comme ça. Et donc, ça me remet un peu les pieds sur terre. Voilà. Ouais, tu veux dire, t'es pas tout seul à t'être engagé, à avoir démissionné, à avoir changé de carrière, etc. Ouais. Alors, c'est un podcast sur la santé, sur la prévention en termes de santé, mais c'est aussi, puisque tout est lié et la santé planétaire fait partie de la santé de l'être humain, donc il n'y a pas de santé humaine correcte sans une bonne santé aussi de nos écosystèmes et du vivant sur Terre en général. Donc je m'ouvre aussi à des sujets un peu plus liés à l'écologie et puis évidemment puisque ça me passionne, mais c'est vrai qu'au début j'étais plutôt axé sur la santé pure et maintenant par exemple j'ai interviewé Olivier Amand ou Stan Turet qui est un navigateur qui a arrêté la course au large pour des raisons écologiques aussi. Exact. Et donc pour moi ça a du sens parce que ça fait partie d'une santé globale des écosystèmes, du vivant et de l'humain. Écoute, trop stylé. Je pense qu'on n'a pas trop le temps d'aller plus dans le détail sur la suite, mais on mettra le nom de ton podcast dans la description pour que vous puissiez aller regarder ce que ça avec fait. Plaisir. J'ai pas encore eu Olivier Amand sur le podcast, donc on mettra aussi cet épisode-là en description pour que les gens puissent aller voir ce que fait Olivier depuis 1 an et demi. C'est quand même une belle tête d'affiche sur les sujets de robustesse. Je pense qu'il a remplacé un peu Arthur Keller qui parlait beaucoup de résilience. De résilience, de sobriété, résilience. Et puis lui, il parle beaucoup de robustesse. Et c'est deux notions qu'ils aiment bien mettre en opposition l'une l'autre. Et je trouve ça intéressant. Mais du coup, on vous mettra le lien vers l'épisode avec Olivier Amand d'Anthony. Si vous êtes encore là au bout d'1h20, merci beaucoup. Vous faites vraiment partie de nos auditeurs préférés. Et si ce n'est pas encore le cas, c'est vraiment l'heure de mettre aussi des petites étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, de nous mettre des petits commentaires aussi pour nous dire ce que vous en avez pensé. On prend toutes les recommandations. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on n'a pas encore abordés dans The Big Shift, a priori maintenant c'est quand même bien fourni, mais c'est toujours possible. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message et puis on organisera un enregistrement pour ça. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci Anthony d'avoir fait le déplacement et d'être venu jusqu'au studio. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Xavier, à bientôt. Ciao.